Le bug le plus difficile à trouver, c'est souvent celui-là, celui qui apparaît quand on rend les données accessibles de partout. Au début, tout va bien. Et puis, un beau jour, on change un tout petit détail et bam, le programme casse, mais complètement ailleurs. Et là, c'est la panique. On se met à chercher le bug dans la mauvaise fonction, alors que le vrai sujet, le problème de fond, c'est que n'importe quoi peut modifier n'importe quoi. Et c'est exactement ça la frustration que cette phrase résume si bien. Le vrai problème, ce n'est même pas l'erreur en elle-même, non. C'est le fait que la cause est totalement déconnectée de l'effet. Quand tout et n'importe quoi peut modifier une donnée, ce lien de cause à effet, il s'évapore. Et là, le débogage, ça devient un véritable cauchemar. Forcément, la source du problème, elle est rarement là où les symptômes, eux, se manifestent. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi Private n'est pas juste une question de style, c'est une règle de survie pour le code. L'idée, elle est fondamentale. Un objet doit être le seul et unique maître de son état interne. C'est ça le principe de l'encapsulation. Et attention, ce n'est pas juste une petite convention de codage, c'est une stratégie absolument essentielle pour pouvoir construire des logiciels qui soient à la fois robustes et surtout maintenables sur le long terme. Alors, voilà le plan de match. D'abord, on va parler du danger, parce que c'est crucial de comprendre le pourquoi avant le comment. Sans ça, l'encapsulation, ça peut vite ressembler à une contrainte un peu bizarre. Ensuite, on définira la vraie règle du jeu, puis on verra comment l'objet devient le gardien de sa propre cohérence, les avantages sur la durée et bien sûr les pièges à éviter. Allez, on y va. Bon, première étape, le danger de l'accès libre. Il faut bien comprendre que le problème avec le fait de laisser les données accessibles à tout le monde, ce n'est pas que ça explose tout de suite. Non, c'est bien plus sournois. C'est un poison lent. Au départ, ça a même l'air plus simple, on gagne du temps. Mais à mesure que le projet grossit, eh bien, on perd petit à petit le contrôle. Et c'est là que les effets de bord, les bugs inattendus commencent à se multiplier partout. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'accès direct. Ça, c'est la porte grande ouverte à l'incohérence. Prenons l'exemple d'un compte bancaire. Si n'importe quel bout de code peut aller modifier le solde directement, qu'est-ce qui se passe si une fonction, par erreur, met un solde négatif? C'est le chaos. De l'autre côté, on a l'accès contrôlé. Là, on ne peut pas changer le solde, on peut seulement demander un dépôt ou un retrait. Et d'un coup, le contrôle est centralisé. Les règles sont garanties par l'objet lui-même. Et c'est là le point crucial. Vraiment. Quand les données d'un objet sont publiques et que la logique pour les modifier est éparpillée aux quatre coins du code, en fait, on retombe tout droit dans les pires travers de la programmation procédurale. On se retrouve avec des données partagées, que tout le monde peut trifouiller. On a juste mis ces données dans une jolie boîte qu'on a appelée classe, mais en termes de robustesse, on n'a absolument rien gagné. Ok, assez parlé des problèmes. Passons à la solution, la vraie règle du jeu. Et pour ça, il faut vraiment changer de perspective. L'idée, ce n'est pas de cacher des choses par paranoïa, pas du tout. Si on protège un objet, c'est pour une raison très précise. C'est pour pouvoir raisonner sur son comportement de façon fiable, en isolation, sans avoir besoin de comprendre tout le reste du système pour savoir ce qu'il va faire. Alors, l'encapsulation, qu'est-ce que c'est ? Le principe, il est simple. Un objet doit contrôler tout accès à son état interne. Les interactions doivent passer obligatoirement par un ensemble de méthodes publiques. L'analogie du distributeur de billets, elle est juste parfaite pour ça. On ne va pas aller démonter la machine avec un tournevis pour changer manuellement le chiffre de son solde. Évidemment que non. On interagit avec une interface publique, l'écran, les boutons. On demande une action, du genre « retirer 50 €, et c'est la machine, l'objet, qui va vérifier si c'est possible, qui va appliquer les règles et qui, elle-même, mettra à jour son état interne. On demande, on ne manipule pas. La nuance est énorme. Le principe de base, c'est donc attribut privé, méthode publique. En contrôlant les actions qui sont possibles, l'objet s'assure que son état interne reste toujours cohérent, toujours valide. Le but, ce n'est pas de frustrer les développeurs avec des contraintes. Le but, c'est d'éliminer par conception toute une catégorie de bugs simplement en rendant les états impossibles, littéralement impossibles à atteindre. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. L'objet en tant que gardien de sa cohérence. C'est vraiment un changement de mentalité. On arrête de voir un objet comme un simple sac de données, une bête structure. Non, on le voit comme une entité responsable. Il a une mission, un devoir, garantir sa propre cohérence tout le temps. Et cette mission, elle s'appuie sur un concept clé, l'invariant. Un invariant, c'est quoi? C'est une règle interne, une condition que l'objet promet de toujours respecter. C'est sa promesse. Par exemple, le solde d'un compte ne peut jamais être négatif. C'est un invariant. Une quantité en stock, pareil. Si un objet est bien encapsulé, ces méthodes publiques vont systématiquement refuser toute opération qui essayerait de violer un de ces invariants. Et c'est crucial, parce que si un objet peut se retrouver dans un état impossible, alors ce n'est plus un objet, c'est une bombe à retardement dans le système.
Ah, et ça nous amène à un piège très très courant, les setters automatiques. On a tendance à en générer pour tout, sans réfléchir. Mais en faisant ça, on fait exactement le contraire de l'encapsulation. Un setter qui n'a aucune règle, aucune validation, c'est comme si l'objet disait au reste du monde « Tiens, voilà les clés de ma maison, fais ce que tu veux, je ne garantis rien ». C'est juste un attribut public déguisé, caché derrière un appel de méthode. C'est la fausse bonne idée par excellence. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, parlons du gain concret. Le vrai bénéfice, il se voit avec le temps. Parce qu'au début, c'est vrai, l'encapsulation, ça peut donner l'impression d'être un peu plus de travail. Mais ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et c'est un investissement qui rapporte énormément le jour où le projet doit évoluer. Et soyons honnêtes, un projet, ça évolue toujours. Alors comment ça marche en pratique? C'est simple. Tant que l'interface publique de l'objet, c'est-à-dire les méthodes qu'il expose, ne change pas, on est totalement libre de modifier tout ce qui se passe à l'intérieur. On peut changer la structure des données, optimiser en algo, ajouter des vérifications, tout ça sans casser le moindre bout de code qu'utilise cet objet. Et ça, c'est la différence fondamentale entre devoir corriger un truc à 50 endroits différents ou à un seul. Au final, un objet fiable, c'est un objet qui est prévisible. L'encapsulation, ça construit la confiance. Quand un objet garantit lui-même sa propre cohérence, il devient une brique solide et fiable sur laquelle on peut construire le reste du système. On peut l'utiliser en toute confiance, on sait ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Fini la peur des effets de bord bizarres, et le code devient beaucoup plus simple à lire et à comprendre. Allez, dernière partie. On va passer en mode détecteur de pièges. Maintenant qu'on a les bases, il faut apprendre à repérer les situations où on a l'impression de faire de l'objet, mais où en fait l'encapsulation n'est qu'une illusion. Il y a 3 erreurs courantes qui doivent vraiment allumer un voyant rouge. Premièrement, rendre tous les attributs publics. Deuxièmement, générer des getters et des setters pour absolument tout. Et troisièmement, mettre toute la logique métier en dehors de l'objet. Si on tombe là-dedans, si un objet se contente de stocker des données et que toutes les décisions sont prises ailleurs, eh bien cet objet ce n'est qu'un simple conteneur passif. On fait du procédural déguisé en objet. Et un objet qui ne décide de rien, il ne sert à rien. Alors, quelles sont les bonnes pratiques? C'est une question de discipline. La règle numéro 1, tout est privé par défaut. On ne rend quelque chose public que si c'est indispensable et que c'est une décision réfléchie. Les méthodes qu'on expose, ce ne sont pas juste des setters bêtes et méchants, ce sont des actions qui ont un vrai sens métier. Appliquer une remise, valider une commande. Le principe est simple, moins on expose de choses, plus on garde le contrôle. Ok, pour résumer tout ça, retenons 4 points essentiels. 1. L'encapsulation, c'est ce qui protège l'état d'un objet. 2. C'est l'objet lui-même qui garantit sa propre cohérence grâce à ses invariants. 3. Pour que ça marche, les règles métiers doivent vivre à l'intérieur de l'objet, pas à l'extérieur. Et 4. C'est tout ça qui permet au code d'évoluer sans tout casser. Bref, un objet bien encapsulé, c'est un composant solide et digne de confiance. Alors voilà, la prochaine fois qu'on écrit ou qu'on lit une classe, il y a une seule question à se poser, une question toute simple. Est-ce que cet objet peut être mis dans un état impossible? Si la réponse est oui, eh bien, c'est que l'encapsulation est ratée, c'est que l'objet n'est pas robuste. C'est vraiment le test ultime pour juger de la qualité de la conception.